Donc à la rigueur, c'est vrai que j'allais embrayer sur encore vous décrire avec mon monologue ininterrompu, mon travail. De toute façon, d'ici, on voit à peu près tout ce à quoi je peux faire référence. Et donc, je pourrais vous proposer à la rigueur d'y aller, de me poser des questions. Tout à vous. Une question que je me pose, c'est certaines images traduisent une ambiance qui nous est connue comme étant une ambiance de nuit, et d'autres, on se prend en plein jour. Ouais, alors ça me perturbe. D'un côté, c'est le but, et de l'autre aussi, c'est ce que le titre de l'exposition veut mettre en évidence. C'est-à-dire que, bon, moi aussi, ça me perturbe. Comment dire, quand j'ai commencé à travailler en argentique, le constat était simple, c'était que la représentation vraiment réaliste de la nuit, elle était très 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 complexe, voire quasi impossible. En tout cas, impossible sans trucage, enfin ce que les gens appellent des trucages. Il fallait trouver des moyens en fait, de représenter correctement quelque chose qui ne peut pas vraiment l'être, parce que les lampes, par exemple dans une ambiance où on a des lampadaires, des choses comme ça, on va se retrouver avec trop d'écart de luminosité entre les parties éclairées et les parties sombres, que dans les lieux qui sont éclairés de manière plus homogène, on aura, je veux dire à la lueur de la lune par exemple, là on aura un autre problème, c'est que les pauses devront être trop longues et du coup on va se retrouver avec des couleurs un peu aberrantes. Donc à l'époque de l'argentique, je me suis pas mal posé ces questions. J'essayais vraiment, j'avais une espèce peut-être, alors là, s'il y a des gens qui ont un appétit pour la psychologie, déchaînez-vous, mais c'est vrai que moi j'ai essayé de déboucher pas mal les ombres avec les flashs. J'aimais bien qu'on voit des détails, y compris dans les ombres, donc peut-être la peur de l'ombre, je sais pas trop quoi, mais vraiment mes images étaient éclairées dans les moindres recoins. Et donc quand je suis passé au numérique, bon, déjà en argentique j'avais pas trop de scrupules à retoucher les photos puisque mon but n'était pas vraiment d'être dans une réalité. Je voulais partir de réel pour arriver à une sorte de but d'esprit. Mais ce qui est très 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 troublant en fait, c'est la limite de nos sens. Le fait qu'effectivement quand on se balade dans la nuit, en fait on voit pas grand chose, qu'au bout d'un moment on voit plein de choses, qu'on voit même des gens venir vers vous sans vous voir, au bout d'un moment même des animaux. Donc c'est vraiment très troublant. Et puis le simple fait que de toute façon notre outil œil a ses limites et que les limites de l'appareil photo sont différentes. Et que par conséquent, qu'est-ce qu'on décide en fait? Est-ce qu'on décide de parler avec l'appareil photo? Est-ce qu'on décide de faire dire à l'appareil photo ce que notre œil dit à notre cerveau? C'est assez compliqué ça. Et surtout, essayer de changer de logique et de considérer que le noir absolu, en tout cas dans notre environnement, n'existe pas. Et que du coup, il y a des photos qui se baladent en liberté tout le temps, et que c'est qu'une question de temps pour les capturer et avoir une image lumineuse finalement. Donc, moi, au début, j'ai fait un petit peu au petit bonheur à la chance, évidemment, et puis petit à petit, avec l'habitude, j'ai réussi quand même à contrôler mes images, et après même à essayer de donner du sens à ces questions de surluminosité. Sur la série Wonderpool, vous avez toutes les images sont de nuit. De toute façon, dans cette exposition, il n'y a aucune image qui a été prise de jour. C'était le lien que je voulais donner à cette exposition, mais après j'ai essayé du coup de donner du sens à cette luminosité. Alors sur Wonderpools, il y avait vraiment cette idée d'une lumière très très douce et acidulée, de quelque chose, c'était aussi pour des questions de couleur, parce que il me semble que cette série Wonderpools a besoin d'une certaine esthétique qui renforce en fait le propos. Par contre sur une image comme celle qui est derrière vous, avec la falaise grignotée, qui est d'ailleurs pas une falaise, c'est une mine extrêmement profonde, à ciel ouvert. Sur cette image, là, ça avait vraiment beaucoup de sens, parce que ce que je me suis dit, donc je suis allé là-bas, on m'avait proposé une résidence là-bas, c'est près de Düsseldorf, et je ne savais pas exactement ce que j'allais voir, et donc j'ai fait comme d'habitude, je me suis documenté un peu partout, et puis j'ai passé des heures et des heures sur Google Earth, et puis sur Google tout court, et je me suis rendu compte qu'il y avait un lieu que je connaissais depuis gosse, ça m'avait marqué ma tête de pré-geek, d'avant les ordis, et je savais qu'il existait des espèces d'énormes machines avec ce qu'on appelle des pelles, des grands bras métalliques avec une roue au bout, à godet, qui grignotent la montagne. Et c'est les machines sur roues les plus gigantesques sur Terre. C'est vraiment l'endroit où il y a les plus grosses machines roulantes sur Terre. Ça fait 2 fois le poids de la Tour Eiffel, c'est un truc incroyable, c'est des structures complètement inimaginables. Et quand j'ai vu que j'allais voir ça, j'étais vraiment très 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 content. Je vous laisse raccrocher. Je vais le laisser raccrocher comme celui qui a posé la question, peut-être. Ah, il est coriace ce portable. C'est des gens qui sont gros.
Comme c'est vous qui avez posé la question, j'ai décidé de vous attendre. Non, ce que je voulais vous dire, voilà, une fois de plus, il y a encore peut-être une fausse piste. En tout cas, moi, j'ai assimilé ça à une fausse piste. C'est vrai que ces machines et cette zone complètement incroyable de fin du monde, c'était une piste extrêmement séduisante, extrêmement casse-gueule aussi parce que c'est un désastre écologique. Parce qu'on exploite de la lignite là-bas et c'est un charbon très pauvre qui ne vaut pas la peine d'être transporté, ça ne serait pas rentable. Donc tout autour de cet énorme trou, il y a des centrales thermiques. D'ailleurs, il y a une photo qui normalement sert en préambule de cette série, Blanc, qui est là-bas, qui pourrait très bien être dans une lumière noire, c'est pour ça que j'ai mis là-bas. C'est celle où il y a la fumée, vous la verrez là-bas, complètement sombre. Et ça, c'est le bord où il y a plusieurs centrales thermiques qui brûlent justement le charbon, mais c'est un charbon qu'il faut laisser sécher un certain temps, parce que sinon il est trop humide, mais si on le laisse sécher trop longtemps, il émet des gaz toxiques et surtout explosifs. C'est un bordel sans nom. Et ces mines sont complètement, pour être rentables, elles sont complètement déshumanisées, c'est-à-dire il y a ces énormes machines, et il n'y a pas de camions ni rien en fait. C'est-à-dire qu'il y a des convoyeurs, des tapis roulants qui traversent toute cette immensité, et qui emmènent qui dispatchent en fait le minerai aux endroits où il doit être. Donc, quand je suis allé là-bas, je me suis dit, bon, ça va être une émotion esthétique forte. Ce que je voulais faire, c'est travailler sur le gigantisme. Ça me posait problème parce que moi, dans tout mon travail, c'est vrai que quand j'ai commencé la photo, je me suis dit que quand je l'ai vraiment commencé, c'est-à-dire pas quand j'ai commencé à faire mes photos de voyage, quand j'ai décidé d'arrêter mes photos de voyage et de commencer de me dire ça va être un outil de réflexion, de création plastique, si voilà, je vais travailler sur l'artificiel. C'était vraiment voulu, c'est-à-dire sur l'humain. Tout le monde me demande pourquoi il n'y a pas de gens dans mes photos, mais moi je les vois partout, les gens dans mes photos. Et puis de toute façon, le paysage en soi n'existe que parce qu'il y a des repères dans le paysage qui nous donnent l'échelle de l'humain, un poteau électrique ou quelque chose. Et du coup, j'ai vraiment voulu travailler sur l'artificiel. Je me suis dit, c'est une autorisation que je me donnais de travailler là-dessus et pas sur autre chose. Je me suis dit, le reste, tu le laisses aux autres, et puis tu le laisses à tes yeux surtout. Voilà, tu savoures les grands espaces, les moments. Parce que j'en ai à ce constat, après avoir fait effectivement certains voyages dans des lieux grandioses, où je m'étais dit, voilà, je trouvais ça vain en fait, de lever l'appareil photo. Je me dis, savoure, et puis l'appareil photo, laisse-le dans son sac. Donc, quand j'en suis venu donc à ces sujets, très rapidement, je suis arrivé dans des zones qui étaient complètement inhumaines, dans un sens, qui est pourtant tellement humaine, et les trucs qu'on ne veut pas voir, qu'on cache sous le tapis, et les zones portuaires, des choses comme ça, et c'est-à-dire un gigantisme qui est complètement, là pour le coup, on a vraiment du mal à trouver sa place dans le gigantisme, à avoir un rapport d'échelle. Donc quand je suis allé là-bas, je me suis dit, bah écoute, ce sur quoi tu vas travailler, c'est sur le gigantisme, ce rapport d'échelle. Et là-bas, là dit comme ça paraît un peu simpliste, mais je peux vous assurer que quand vous êtes là-bas, déjà, selon les conditions atmosphériques, il arrive que vous ne voyez même pas le bout de la mine. C'est vraiment, c'est plus qu'une autre planète, c'est complètement, moi ça m'a fait une émotion esthétique, et je ne vous parle pas d'émotion positive ou négative, mais quelque chose de l'ordre de, ça fait suffoquer, quoi. C'est presque comme voir la mer pour la première fois, voire même au même niveau. Donc, je voulais travailler donc, sur ce gigantisme et je me suis rendu compte d'un constat qui va tomber comme un soufflet au fromage, c'est-à-dire de près on ne voit pas tout, de loin c'est trop loin et c'est plus réel en fait. Les choses trop grandes comme ça, de loin, c'est plus la réalité, même quand on est en face de la réalité, quoi. Et puis je me suis dit que je ne voulais pas non plus produire des images spectaculaires, que ce n'était pas du tout mon but de représenter une espèce de réalité de terrain ou de la documenter. Et depuis longtemps, en fait, j'étais fasciné aussi pour... c'est vrai que là, il y a beaucoup de géopolitique, même si ça ne va pas beaucoup dans mon travail, mais je m'intéresse beaucoup à la géopolitique. Et depuis longtemps, j'aimais beaucoup ces questions de zones blanches sur les cartes. Quelque chose d'extrêmement poétique, les terrains incognita, les lieux qui sont planqués. En plus, je ne sais pas tous à quel point vous êtes perdus sur Google Earth, justement, mais les premières années, moi, j'y passais des heures, monstrueux, je devrais presque en avoir honte tellement. Mais vraiment, c'était magique, quoi. Et en fait, petit à petit, en manipulant l'outil, l'outil a changé et surtout les zones montrées ont changé. C'est-à-dire que des choses ont été enlevées ensuite, qui étaient là dès le début. Et puis bon, c'était quand même assez drôle. Vous aviez un mouvement à Pyongyang, dès les premiers instants du Google Earth, le patelin à côté de chez vous n'était pas visible, mais vous pouviez voir les moindres recoins des zones stratégiques. Bon voilà, on comprenait bien là aussi quand vous parlez de géopolitique. Donc, ces questions de zone blanche, ça m'intéressait bien. Qu'est-ce qu'on décide de laisser blanc? Alors, il y a eu un type qui s'appelle Philippe Basset qui a travaillé là-dessus, qui a fait plusieurs bouquins là-dessus,
peut-être un peu trop d'ailleurs. Il avait essayé de lancer un blog aussi sur lequel, enfin un site, les gens parleraient de leur zone blanche et tout ça. En tout cas, j'étais loin, les idées étaient dans l'air, j'étais loin d'être le seul à réfléchir à ça. Et là, je me suis retrouvé dans une zone blanche. C'est rare, c'est précieux. Et c'était tellement une zone blanche, et les machines Dodge Qualitat sont tellement efficientes qu'elles creusent ce trou, mais elles le rebouchent derrière. Et il avance tellement vite que sur Google Earth, en tout cas au moment où j'étais, les zones ne se raccordaient pas. Vous aviez une autoroute avec plein de bagnoles dessus qui finissait dans le néant, quoi. C'était vraiment, ils n'arrivaient pas à donner une vision claire de la zone telle qu'elle était au moment où j'y étais. Et j'ai eu ce moment merveilleux où j'avais pas non pas par passéisme, mais j'avais pas de GPS, parce que à chaque fois qu'on m'en avait mis dans les mains, je n'avais pas trouvé ça satisfaisant, et puis parce que j'ai vraiment un grand plaisir à étudier les cartes avant de partir, et à les acheter, puis à les garder comme un beau document. Et là, on m'en avait prêté un, et je me suis retrouvé au milieu du néant. Sur le GPS, il y avait la turque dans le vide, et rien autour, enfin c'était le blanc. Parce qu'en plus, le constructeur de GPS avait dû considérer, il avait pris de l'avance en fait sur la zone qui allait être grignotée. Donc il y avait vraiment une énorme tache blanche, et j'étais au milieu, ça c'était vraiment sensationnel. Et du coup, cette zone d'extraction de lignite, tout le tour sur plusieurs kilomètres est complètement rasé, par étapes, là aussi ça fait froid dans le dos, mais c'est vraiment terriblement beau. Et c'est-à-dire que les maisons sont, d'abord les gens partent, sont relogés quelque part, ensuite les maisons sont murées, ensuite les maisons sont détruites, mais pas l'église et pas les monuments religieux. Et puis après, ils commencent à creuser les tranchées pour enlever les canalisations, et puis après, ils coupent les arbres, et puis après, ils arrachent les souches, et puis en tout dernier, ils arrachent les routes, et puis en plus, ils arrachent l'église. Et au final, ils plantent des espèces de groupes électrogènes un peu partout pour faire fonctionner des pompes qui assèchent le sol pour que ça ne s'effondre pas quand ils creusent. Et là, c'est le désert des Tartares, comme vous pouvez voir ici, et l'espèce de petit machin tout frêle au fond, c'est quand même un énorme château d'eau à la Béchère, c'est-à-dire un château d'eau en briques avec une cuve en métal dessus. Et moi, je me suis dit, voilà, cette zone, elle est noire, puisqu'il n'y a vraiment plus rien, il n'y a plus de sources lumineuses, et par contre, les machines travaillent toute la nuit dedans, donc sont extrêmement éclairées. Donc, au départ, il y avait l'idée, je me suis dit, bon, l'idée, tu peux aussi prendre un emporte-pièce comme un graphiste, et du coup, tu vas découper la zone et tu vas faire du blanc. En même temps, je me suis dit, cherchons encore plus simple, quoi. C'est-à-dire qu'il suffisait de surexposer la photographie et de me retrouver avec la lumière qui émanait de l'intérieur du trou. Et là, c'était magique parce que toute la série, d'ailleurs, procède de ce principe. C'est-à-dire que là où l'horizon de mes images est blanc, c'est là où se trouve la zone blanche sur la carte. Donc la boucle était bouclée. La seule petite aide de Photoshop, c'était d'avoir une lumière blanche plutôt qu'une lumière jaune. Voilà. Donc c'était là, je trouvais que le fait d'avoir une image qui soit comme en plein jour, ça avait du sens. Mais c'est pas celle-là dont je parlais. Celle-là, elle est à peu près crédible. À peu près crédible. C'est celle d'à côté. Celle d'à côté, c'est juste parce que de nuit, on n'aurait vraiment pas vu le sujet. Pour le coup, c'est juste ça. Parce que j'en ai fait plusieurs versions, et je pense qu'on n'aurait pas du tout compris à quoi on avait affaire, ni à l'échelle, si ça avait été trop sombre. J'en ai fait 3 versions, en fait. Pas trop sombre, mais juste assez sombre. Mais en fait, et là, pour le coup, c'est vrai que m'en manque un peu. Enfin, ça m'est vraiment égal. Et là, en plus, c'est pour moi, je fais aussi souvent ce genre d'images, très très irradiées de lumière dans les zones industrielles, plus que dans la campagne. Parce que dans les zones industrielles, j'aime bien aussi cette notion de la beauté vénéneuse. C'est à Fos-sur-Mer, et tout autour, il y a des raffineries, il y a des hauts fourneaux. Et je trouve cette espèce de lumière qui est inexplicable me plaît bien. Comme sur cette image, là-bas. Sur cette image, la lumière vient de tous les endroits. Comment ? C'est le même endroit qu'ici. Non, pas du tout. Non. Enfin, pas du tout. C'est pas à ce point, pas du tout. Mais cette image, pour la campagne et tout ça, quand je l'ai composée, j'avais vraiment en tête des tableaux hollandais. Mais il se trouve que c'est l'embouchure du Rhin, à Rotterdam. Et du coup, sur le côté, en fait, c'est des navires qui sont là à demeure. C'est le port de Rotterdam, et du coup, c'est d'eux qui émanent la lumière. Et sur cette image, je vous parlais des images qui paraissent fausses, il n'y a quasiment aucune retouche. Simplement, elle est surexposée. Je me tais. Ça y est, je suis à votre disposition. Et est-ce que les retouches, elles sont vraiment sur les photos plus sombres? C'est quasiment noir sur noir, mais on voit quand même le moindre détail de la moindre petite lumière. En fait, je suis un barbare, je mets partout des retouches. C'est-à-dire, non, disons que
Tout dépend ce que je veux dire. Voilà. C'est-à-dire sur les photos les plus sombres, effectivement, parce que, effectivement, je ne l'ai pas dit, quand j'ai commencé à tâtonner avec le numérique, on me prêtait un appareil, après je me suis rendu compte que le fait qu'on me le prête, ça rendait les choses précaires, donc il fallait que je m'en achète un. Donc je m'étais acheté, pour être très clair d'ailleurs, un EOS 20D, c'était vraiment pas un foudre de guerre. C'était un truc qui devait faire 8 millions de pixels. Et je m'étais acheté ça sur eBay à Tokyo et ça m'avait coûté 200 ou 300 euros. Et d'où le fait que je vous expliquais que si je m'étais acheté le déclencheur pour faire plus de 30 secondes, ça m'aurait coûté plus cher que l'appareil. Et l'idée c'était d'expérimenter. D'expérimenter deux choses. Quelles optiques que je voulais utiliser avec ce nouvel outil, et ensuite les limites du numérique, et essayer de déterminer quel serait le prochain appareil. Donc quand j'ai commencé à faire ces images de lumière noire, je me suis dit, le numérique a énormément de défauts, c'est flagrant, notamment le bruit thermique, dès qu'on fait surtout à ce moment-là, dès qu'on faisait des pauses longues, on avait une espèce de moutonnement. J'avais fait des tests avec un appareil vraiment performant théoriquement, qui était le Fuji S2, je crois, en 2004. C'était un truc vraiment, ça coûtait 4 ou 5 000 euros, je crois. C'est vraiment de la bouillie de pixels maintenant. Je peux en faire des timbres au poste, pas plus, quoi. Et je m'étais dit, voilà, la résolution, ça sera pas ça. Le grain, ça sera pas ça. Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter, ce truc? Et ce que ça m'apportait, en fait, à force quand même d'avoir l'outil en main et de faire des essais, c'était d'avoir effectivement l'écran derrière, bien qu'on soit bien d'accord, il ne représente pas ce qu'on va voir sur la photo, mais on sait quel est son écart. Et du coup, je fonctionnais par intervalle, et quand je me suis dit que j'allais travailler sur lumière noire, ce que je voulais mettre en avant, c'était je voulais faire sur le papier, comment expliquer? Je voulais rendre sur le papier, en fait, ce que je ressentais dans la nuit, c'est-à-dire cette relation qui est autant dans le perçu que dans le vu. Et du coup, je voulais essayer d'être à la limite de ce que je pouvais imprimer, d'avoir des trucs où on voyait tout, mais en même temps, vraiment, quand on s'arrachait un peu les yeux, comme quand on est dans la nuit et qu'on doit attendre un moment. Et ça, en fait, c'est ce qui m'a permis de le faire, c'est de procéder effectivement par intervalle avec du numérique. C'est-à-dire, je regardais ce que j'avais sur mon écran, sachant pertinemment les défauts de mon écran, qu'il était trop lumineux, qu'il allait être trop contrasté, patati patata. Et en procédant par intervalle, selon le sujet que j'allais avoir, je savais que par exemple, s'il y avait vraiment des gros écarts de luminosité, il faudrait que je fasse 2, 3 ou 4 photos pour récupérer telle zone ou telle zone, sachant qu'à terme, ce que je cherchais, c'était une sorte de réalisme, contrairement à la série Pose, justement. Et le fait d'avoir du numérique me permettait de procéder par intervalle et d'avoir un contrôle direct. Voilà. Donc une bonne partie des images qui sont là-bas, effectivement, étaient faites comme ça, et puis après avec des appareils plus perfectionnés, mais du coup j'ai gardé un format qui me plaisait bien en fait. Faire petit, je trouvais ça assez chouette parce que ça incitait les gens à se rapprocher de l'image. Voilà. Ça me fait penser à une série de SF. Voilà. En fait, exceptionnel. J'adore la science-fiction, J'adore. Mais ce qu'on aime bien au quotidien, et des fois je déteste la science-fiction parce que je trouve que ça bride énormément l'imagination. Si vous allez regarder ce que je vous ai dit là à Garzweiler, vous allez voir que Dune est vraiment juste à ce niveau, voire moins. Ouais, c'est contre-carré parce que tu as le côté en fait super réaliste et ce côté où c'est un peu un no man's land mais en même temps tu t'imagines que bien sûr il y a quelque chose qui a fait ça. Mais souvent, après moi ce que j'aime beaucoup, et c'est la manière dont je constitue mes images. Je vous ai dit que je voulais me détacher de ces questions de et de narration. Par contre, vous avez toutes les strates qui vont avec. C'est-à-dire que, je veux dire, le tunnel que vous voyez là, il y a des expériences de physique quantique qui se font à l'intérieur. C'est un tunnel de 10 km. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours... c'est stratifié, et si vous voulez creuser, vous pouvez l'avoir. Simplement, j'ai vraiment envie que dans mon travail, vous puissiez voir ricocher sur les photos en vous intéressant qu'à l'esthétique, en vous l'autorisant, mais en sachant que si vous voulez creuser, vous pourrez, quoi. Alors, par exemple, sur cette série, en creusant, vous allez voir, vous allez découvrir toute cette zone. La manière de photographier aussi va rappeler d'autres choses. Enfin, moi, c'est vrai qu'en plus, mes images, c'est des collections de photos électriques, quoi. Un jour, ce sera peut-être une sorte de typologie par défaut, quoi. Voilà.